planche aujourd'hui sur un texte qui a un titre qui sonne presque comme un soupir. Parfois, nous affectionnons les querelles inutiles. Oui, C'est signé du docteur Aristide Monod, et dès le début, on sent qu'on ne va pas rester en surface. On plonge direct dans la politique camerounaise. c'est un excellent point de départ, ce titre. C'est une sorte de mise en garde, en fait. Ah oui? Oui, l'auteur nous dit « Attention, ce que vous croyez voir, ces divisions qui ont l'air insurmontables dans l'opposition, eh bien, c'est peut-être juste un écrin de fumée. » Exactement. Et c'est notre but aujourd'hui. On va vraiment creuser cette thèse, qui va complètement à contre-courant. Tout à fait. Docteur Monod, il s'appuie sur son expérience, son implication sur le terrain en 2025, pour nous donner une grille de lecture complètement différente. Et elle est audacieuse, cette grille de lecture. Vraiment, là où tout le monde voit une opposition fragmentée, des guerres d'ego. Oui, entre les partisans de Kamto, ceux de Chiroma. Voilà, lui arrive avec une idée très forte. En réalité, il n'y aurait qu'un seul et même bloc. Un bloc. Un bloc qu'il appelle le peuple du changement. Le peuple du changement, d'accord. Mais c'est pas juste une formule, ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour lui? Eh ben, c'est toute la question. Ce qui unirait ce groupe, d'après son analyse, c'est pas l'allégeance à un leader. Pas du tout. C'est quoi alors? C'est un objectif unique, presque chirurgical, et surtout incroyablement pragmatique. Et c'est ce pragmatisme qu'on va devoir décortiquer, parce qu'il est assez radical. Alors, allons-y. Si je comprends bien son argument de base, il n'y a pas un peuple de Kamto d'un côté et un peuple de Chiroma de l'autre. Non, Il y aurait juste un seul grand ensemble de Camerounais dont le désir premier, quasi obsessionnel, c'est le changement à la tête de l'État. c'est précisément ça. Le texte insiste beaucoup là-dessus, sur qui compose ce peuple du changement. L'auteur dit bien « attention ». Ce ne sont pas forcément des militants avec une carte de parti. D'accord. C'est une nébuleuse bien plus large. Ça inclut tous les citoyens dont la volonté farouche, je cite, est de voir le président Biya quitter le pouvoir. C'est le seul, l'unique dénominateur commun. Mais comment un groupe aussi varié, potentiellement des millions de personnes, peut agir comme un seul bloc? Qu'est-ce qui prouve cette unité de fond? Alors pour l'étayer, il utilise une logique on pourrait dire de vase communicant. C'est-à-dire? Il affirme que les gens qui ont soutenu Issa Chiroma en 2025, que ce soit les électeurs, les scrutateurs dans les bureaux de vote, la société civile, les avocats, Oui. ce sont fondamentalement les mêmes personnes qui auraient soutenu Maurice Kamto si le contexte avait été un peu différent. Ah, donc l'idée, c'est que le véhicule importe peu tant qu'il va dans la bonne direction. C'est exactement l'image. Le personnel politique, les militants, ils sont interchangeables. Parce que la cause, le changement, prime sur la personne qui l'incarne un moment T. D'accord. Il y a une phrase dans le texte qui est très parlante. On n'allait pas inventer de nouveaux avocats du changement. C'est intéressant qu'ils prennent l'exemple des avocats. Ils citent même des noms. Me Fabien Quegné, me Emmanuel Sim, me Hippolyte Mély. Ça rend son propos très concret. Oui, et c'est pas anodin du tout. En nommant ces figures, il les présente comme les piliers de cette cause. Des infatigables qui sont là, combat après combat. Peu importe le candidat. Peu importe. Et il les oppose d'ailleurs à une autre catégorie qu'il appelle les affairistes. Les affairistes. Oui, ceux qui, selon lui, se seraient rapprochés du mouvement par pur opportunisme avant de disparaître une fois les projecteurs éteints. Cette distinction est importante. Ça suggère qu'il y a un noyau dur, une sorte de structure informelle, mais solide. C'est ça, un noyau dur qui serait vraiment mu par la conviction. Et c'est ce noyau qui formerait l'épine dorsale de ce peuple du changement. Exactement. Et qui serait capable de mobiliser ses énergies derrière le candidat jugé le plus à même de réussir. Peu importe son nom. La loyauté, elle va à l'objectif, pas à l'individu. Et cette idée de loyauté à la cause et pas à la personne nous amène au point le plus déroutant du texte. Oui. L'auteur pousse cette logique du pragmatisme très très loin. Ah oui, là, il va au bout de son raisonnement. Il affirme que pour ce peuple du changement, l'identité de celui ou celle qui remplacera le président actuel est, et je cite encore, une question subalterne, voire subsidiaire. Une question subsidiaire. C'est une affirmation très forte. Attends, ça veut dire que le projet de société, le programme, la vision pour l'avenir, tout ça c'est secondaire. C'est une vision assez froide de la politique, non ? C'est une vision radicalement pragmatique. Le seul point non négociable, le mot d'ordre absolu, c'est que le président en place tombe d'abord. Ah oui, il l'écrit en capital dans son texte. Oui, c'est la priorité numéro 1, 2 et 3. Tout le reste, on verra plus tard. Et pour illustrer ça, il prend un exemple qui est
qui est presque une provocation. Il dit que ce même peuple aurait pu soutenir des figures du régime actuel. C'est le point qui fait le plus réagir en général. Forcément. Il cite des noms comme Gongo, Atanganji ou même Chantal Biya. Là, on a du mal à suivre. Comment on peut vouloir le changement et soutenir une incarnation du système? Alors, il faut bien comprendre la logique derrière. L'idée, c'est pas une adhésion idéologique, pas du tout. Non. Le texte suggère que si l'une de ces personnes s'était positionnée comme l'opposant le plus crédible, le mieux placé pour battre le président sortant, eh ben, le peuple du changement l'aurait soutenu. Purement comme un outil. Uniquement. Comme un bélier pour enfoncer la porte. Voilà. C'est une stratégie du cheval de Troie en quelque sorte. Mais est-ce que l'auteur explore le risque d'une telle stratégie? Parce que soutenir une figure du régime, même tactiquement, ça revient pas à légitimer le système qu'on veut renverser. Alors, le texte n'entre pas dans l'analyse des risques futurs. Il se concentre vraiment sur le diagnostic du présent. D'accord. Et selon ce diagnostic, le régime entier ne tient que par ce qu'il appelle la figure totémique de l'homme du 6 novembre. Tant que cette figure, même devenue abstraite, pèse sur le système, rien ne peut bouger. Les abus se sont en son nom, c'est ça qu'il dit. C'est ça. Donc la priorité absolue, c'est de faire tomber ce totem, quel que soit le moyen. On sent aussi une dimension presque psychologique, une sorte d'épuisement collectif. Absolument. Au-delà des grandes stratégies, le texte ramène ça à une réalité très humaine. Il y a cette phrase, toute simple, « Les gens sont juste fatigués d'avoir affaire à un même individu. C'est désarmant de simplicité. » Oui, cet individu, il est décrit comme le poteau central d'un régime improductif, voire nocif. C'est peut-être ça l'explication la plus puissante au fond, une immense lassitude. Et cette lassitude devient le carburant principal de l'action politique. Et il faut souligner que toute cette analyse, le docteur Monod précise bien qu'il ne la sort pas de nulle part. Il l'ancre dans son vécu. C'est ça. Il écrit « C'est ce que j'ai retenu de mon implication à fond sur le terrain à l'élection de 2025 ». Il parle des inscriptions sur les listes électorales, de la campagne, de la crise post-électorale. C'est une perspective qui se veut connectée au réel. Et c'est justement cette connexion au réel, cette expérience du terrain, qui l'amène à une critique très virulente de la perception de l'opinion publique. Surtout via les réseaux sociaux. Exactement. Pour lui, il y a un fossé, une déconnexion totale. Ah oui, il n'y va pas de main morte. Il écrit noir sur blanc « Les réseaux ne permettent pas de saisir l'état d'esprit global et réel des Camerounais ». C'est péremptoire. Pour lui, ce qui se passe sur Facebook ou sur Twitter, ce n'est qu'un mirage. Un mirage. Et il ne se contente pas de l'affirmer. Il essaie de le démontrer, de manière quasi mathématique. C'est un pilier de son raisonnement pour expliquer pourquoi les querelles en ligne ne reflètent pas l'unité qu'il observe sur le terrain. Parlons-en de cette démonstration. Il commence par les chiffres bruts. Oui, il rappelle qu'au début de l'année 2025, le Cameroun, c'était environ 5,45 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux pour une population de presque 30 millions. Déjà, le premier constat est simple. C'est une minorité qui est en ligne. C'est une minorité. Mais au-delà de ce chiffre, il va plus loin. Il nous invite à un petit exercice de pensée. Lequel? Il dit, de ces 5,45 millions, enlevez d'abord la grande masse de ceux qui disent « je ne fais pas moi la politique ». D'accord, premier filtre. Ensuite, enlevez tous ceux qui utilisent les réseaux uniquement pour divertissement, pour suivre les influenceurs, les artistes. Et ce qui resterait, après ce double filtre, c'est une toute petite bulle, très active, très bruyante sans doute, mais absolument pas représentative de l'ensemble du pays. C'est ça l'idée. Précisément, une petite fraction d'une minorité. Et pour enfoncer le clou, il ajoute à ça la complexité sociologique et administrative du pays. Ah mais les chiffres qu'il donne sont vertigineux. 10 régions, 58 départements, 360 communes, plus de 260 ethnies et presque 360 partis politiques enregistrés. Vu comme ça, l'idée qu'un débat sur Twitter puisse capter l'état d'esprit d'une réalité aussi fragmentée, ça paraît effectivement audacieux. Pour ne pas dire impossible. C'est sa conclusion. Il dit que face à cette complexité, toute généralisation à partir d'un échantillon aussi biaisé que celui des internautes politisés est hasardeuse. Et il finit en disant « Sa phrase de fin est sans appel, la réalité du terrain est souvent autre. D'accord. Alors, si on essaye de rassembler toutes les pièces du puzzle, qu'est-ce qu'on retient de cette analyse du docteur Monod? Quel est le message principal? Je dirais que la première idée la plus fondamentale, c'est cette thèse de l'existence d'un peuple du changement unifié. Unifié non pas par une idéologie ou l'amour d'un leader, mais par un seul objectif très pragmatique, la fin du régime en place.
Et de la personne qui l'incarne. Surtout. Ce qui nous amène logiquement au deuxième point. Le leader de l'opposition devient un instrument, un outil tactique. Il n'est pas une fin en soi, non. C'est juste celui qui, à un moment donné, semble le mieux placé pour atteindre le but. Et ça expliquerait pourquoi les soutiens poussent passer d'une figure à une autre. Tout à fait. Et troisièmement, il en découle une mise en garde très claire. Méfions-nous des réseaux sociaux comme baromètre politique au Cameroun. Les vraies dynamiques, les vraies aspirations se joueraient ailleurs. Loin des écrans. Sur le terrain, dans des réalités complexes que le numérique ne peut tout simplement pas capturer. Au final, son texte, c'est une invitation à changer de lunettes, à ignorer le bruit des querelles de personnes, pour essayer d'entendre ce qu'il décrit comme un grondement de fond, une volonté plus simple, plus directe. C'est un cadre d'analyse qui déplace complètement le débat. Il nous force à regarder au-delà des rivalités de surface pour questionner la nature même de l'aspiration au changement. Mais ça laisse une porte ouverte, une question assez vertigineuse en suspens. Laquelle? Si on accepte son analyse, si ce peuple du changement est presque uniquement défini par un objectif négatif, le départ du président, que se passe-t-il le jour d'après? Ah, Une fois cet objectif atteint, qu'est-ce qui maintient la cohésion de ce groupe? Le ciment de l'opposition à un homme, c'est puissant. Mais est-ce que ça peut servir à construire une maison commune? c'est une excellente question. Le texte, il explique brillamment la quête du changement, mais il laisse entièrement ouverte la question de ce qui pourrait unir ces millions de personnes dans la construction d'un futur partagé.